Bonjour à tous, bienvenue à vous, c'est 9h50 le matin, Bretagne. On est ravis de vous retrouver après ce week-end. Allez, durant cette petite heure d'émission, notre invitée fil rouge, ce sera la navigatrice bretonne Isabelle Yoshke. Alors qu'elle s'apprête à prendre le large pour sa première route du Rhum, elle évoquera son engagement pour promouvoir et valoriser le sport au féminin via l'association Horizon Mixité qu'elle a fondée. On l'évoquera tout à l'heure. Verrons-nous bientôt des crevettes bretonnes dans nos assiettes? Eh bien, c'est en tout cas le souhait de deux jeunes ingénieurs agricoles rennais. Produire des gambas 100% françaises et dans le respect de l'environnement, c'est le coup de cœur innovation de Stéphane Gramont ce matin. Il nous en parle tout à l'heure. Gwendoline Brahim est avec nous également. Quant à elle, elle nous donnera des conseils d'alimentation à tester en famille. Et ce matin, elle nous posera une question toute simple. Que faut-il mettre dans l'assiette de nos enfants? Eh bien, la réponse dans quelques instants. Aurélie Vérité, en cette rentrée, notre conseillère en aménagement nous livrera le top 5 des applications qui vont nous aider à changer notre décoration. Et puis, on inaugure une nouvelle rubrique ce matin, une chronique mode. L'automne est arrivé, vous le savez. Que faut-il porter en cette saison? Question cruciale. Eh bien, nous le saurons tout avec la conseillère en images, Justine Lemoin, qui nous rejoint dans quelques instants. Sans oublier l'ami Billy, qui sera à la SPA de Rennes avec de nouveaux compagnons à adopter. Voilà, c'est maintenant l'heure de la météo, ma chère Catherine. Oui, bonjour. Oh, je vous sens guillerette ce matin. Ah oui. Ah ouais. Oh, ça va bien, parce qu'on fait cap vers une très belle journée ensoleillée. Bon, bah, c'est l'automne quand même, donc il fera un tout petit peu plus frais, jusqu'à 19 degrés à Montreuil-sur-Île dans 35. Ça va. Montreuil-sur-Île, le berceau de notre cadreur Clément, qu'on salue. Je salue tous les gens de Montreuil, bien sûr. Et les petits-enfants qui vont manger du rôti de dinde au haricot beurre. Voilà, ça fait écho à ce que va nous dire Gwendo. Donc bonjour à vous tous et bon appétit, bien sûr. Allez, on fait coucou à tous les Bretons. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous n'oubliez pas vos questions, vos réactions. On les attend sur la page Facebook de France 3 Bretagne, où cette émission est diffusée en live. C'est votre émission. On se retrouve tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue à vous ce lundi matin sur France 3 Bretagne. Bonjour, regardez, je suis extrêmement bien entourée. Bonjour Gwendoline. Bonjour. On évoquera les jolies assiettes de nos enfants. Et peut-être que les haricots beurre, c'est conseillé ou pas? Ça va, c'est des haricots. Ça va, allez. Stéphane, bienvenue. Bonjour, vous nous parlerez de crevettes et de gambas. Ouais. Avec, et parité là, ce matin. Ah là, c'est beau là. Sur la table. Voilà. Pas mal. C'est Jérémy, le maître des gambas, qui nous en dira plus tout à l'heure. Et puis Isabelle Yoshke, bonjour, navigatrice. Vous êtes d'origine franco-allemande, mais bretonne de cœur et d'adoption, on va dire ça comme ça. Comment est née votre passion pour la voile? J'ai envie de dire un peu par hasard. J'ai fait du bateau en Autriche sur un lac quand j'étais petite. Et puis, il ne s'est pas passé grand-chose. C'est pas là qu'il y a le plus de vagues, on va dire. Voilà, non. Et puis, en fait, je ne sais pas comment ça m'a pris, mais je suis allée faire un stage de voile au Glénan alors que je faisais déjà mes études. Donc, j'avais déjà à peu près une vingtaine d'années. Et j'ai mordu à l'hameçon. J'ai adoré le crachin breton. Et vraiment, là, il y a eu un déclic. Il y a eu un avant, un après. Un an plus tard, je faisais ma première traversée de l'Atlantique. Et puis, j'ai terminé mon cycle d'études. Je faisais des études de lettres. Et je me suis lancée dans le métier de skipper juste après. Bon, on évoquera évidemment votre parcours tout au long de cette émission. Vous préparez votre première route du Rhum. C'est quand même un événement et vous nous raconterez ça tout à l'heure. Pour l'instant, je vous propose qu'on aille retrouver notre ami Billy à la SPA de Rennes avec un chien à adopter. Bonjour Billy. T'inquiète pas. Bonjour tout le monde. Alors nous sommes aujourd'hui au refuge de la SPA de la Route de l'Orient. Tu vas bien? Oui, ça va. Et toi? Ça va très très bien. Alors nous avons une petite demoiselle qui est là aujourd'hui avec nous. Une petite berger allemand, c'est ça? Oui, qui s'appelle Minerva, qui a une dizaine d'années. D'accord. Voilà, bon, c'est une chienne qui est une bonne gardienne, qui n'aime pas spécialement les étrangers. Voilà, c'est ça, qui garde très bien, puisque moi, elle m'a très bien gardé tout de suite, il n'y a pas de souci. Donc si vous avez une grosse propriété à garder, vous mettez Minerva et elle va s'occuper de tout. Bon, c'est avant toute chose une chienne de famille. C'est vraiment une chienne qui a besoin de connaître,
une fois qu'elle connaît son monde, il n'y a aucun souci. Ça marche. Je pense Vous qu'elle a allez dû avoir rassurer, un quoi. passé un peu difficile avec les hommes. Elle est plus à l'aise avec les femmes. Ouais, c'est ça. Après, avec certains hommes, il n'y a pas de souci quand elle connaît non plus. Bon, ça marche. Non, c'est vraiment une chienne en or qui est très obéissante et qui mérite vraiment de trouver un doux foyer et de ne pas terminer sa vie chez nous. Ok. Elle a quel âge, tu as dit? Une dizaine d'années. Une dizaine d'années. Bon, bah écoutez, Minerva, c'est ça? Oui, c'est Minerva, oui. Elle est là aujourd'hui au refuge de la SPA de la Route de l'Orient à Rennes. Et puis, bah écoutez, on va se retrouver tout à l'heure avec un autre petit loulou. Tu sais déjà ce que tu vas nous présenter? Oui, je pense que je vais vous présenter Belle. Ok. Eh bah, à tout à l'heure avec Belle. À tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Billy, merci. Stéphane, on revient vers vous tout de suite. Votre coup de cœur, innovation de la semaine, se porte sur le projet de Jérémy Cognard, qui est avec nous, hein, un projet agricole. Oui, tout à fait. On a vu l'effet du crachin breton sur Isabelle. Alors moi, j'étais curieux de savoir quel était l'effet du crachin breton sur la gambasse, qui d'habitude s'élève plutôt du côté de l'Asie, de l'Amérique du Sud. Et Jérémy se propose d'en élever. C'est comme ça qu'on dit, on élève des gambasses. On élève des gambasses. On élève des gambasses. Ben, à côté de chez nous, aux portes de la ville. Et pour ça, utiliser la technique de l'aquaponie, qu'on ne connaît pas très bien. La preuve, quand je vous en ai parlé, vous m'avez demandé c'est où l'aquaponie? Pas loin, non, c'est pas vrai. Presque. C'est pas vrai. Donc, du coup, Jérémy, vous allez pouvoir nous expliquer, finalement, vous avez 3 mots pour nous expliquer votre projet. Alors, 3 mots, c'est vrai que... Ah, c'est pas une contrainte, hein, mais... En tout cas, l'aquaponie, c'est une technique agricole durable qui permet d'associer l'aquaculture et le maraîchage. On dit même l'aquaculture et l'hydroponie. L'aquaponie, c'est l'association de ces 2 mots. Parce qu'en fait, en utilisant la même eau, donc on va utiliser moins d'eau, on peut à la fois produire des poissons ou des crevettes dans notre cas, et des légumes frais. Parce qu'en fait, on va pouvoir recycler les effluents de ces poissons ou de ces crustacés en fertilisant pour faire pousser des légumes. Et donc cette technique de l'aquaponie, elle est déjà assez originale. Et nous, on est allé un petit peu plus loin, parce que pour la première fois, on fait de l'aquaponie en milieu salé, ce qui va nous permettre donc d'élever des gambasses, puisque c'est des espèces aquacoles marines, et donc d'élever des gambasses garanties jamais congelées, proches du consommateur, et made in France, donc faites en France. Voilà, alors ça c'est carrément innovant. Ouais. Et alors ce qui est assez marquant dans votre expérimentation, hein, parce que vous êtes quand même dans l'innovation, c'est qu'à ce stade, vous en êtes à modéliser votre projet d'exploitation dans un container, dans des containers. Alors en fait, pendant quasiment 2 ans, on a travaillé en laboratoire. Donc là, on était avec des aquariums, assez gros, mais toujours dans des aquariums, où on élevait nos crevettes. À côté de ça, on faisait pousser nos légumes. Et là, maintenant, il faut passer à l'étape suivante, sortir du laboratoire et opérer, je dirais, en situation quasi commerciale, mais toujours à petite échelle. Donc là, on est en train de construire une première ferme de 100 mètres carrés à Rennes, juste à côté d'ici, sur le territoire d'AgroCampus Ouest. Et on a une serre, et à côté de cette serre, il y aura bien sûr nos végétaux, et à côté de ça, on a un container dans lequel on va mettre différents bassins pour élever nos crevettes. Alors ça me fait penser justement... C'est incroyable, hein. Alors justement, on va avoir l'occasion de voir ça de plus près, parce que, enfin pas forcément ça, mais un projet similaire dont on a parlé d'ailleurs dans cette émission, qui s'appelle Farmbox, qui était une ferme maraîchère dans un conteneur. Je vous propose de voir un extrait de reportage. On regarde. Ce conteneur maritime offre un microclimat idéal pour plantes aromatiques et pour salades. La température est stable, autour de 20 degrés, l'humidité régulière et il y a alternance entre 16 heures de lumière et 8 heures de noir. Un climat idéal pour faire pousser de petites graines bio plantées une à une, ici des graines de coriandre. Comparé à l'agriculture traditionnelle, par exemple, où la coriandre met en fonction des saisons environ 90 à 100 jours pour se développer, ici on arrive à accélérer la maturation de façon saine en 45 jours. Une nature en accéléré. Les 15 premiers jours, la germination va être provoquée par une humidité très haute. Les plantes vont pouvoir développer des racines. Les pots vont alors être déménagés en nurserie. Alors vous imaginez 100 mètres carrés pour remplacer tout un maraîchage. Votre projet, AgriLoops, alors j'adore le nom, moi. AgriLoops. Voilà. Votre projet... c'est pas le but pour vous de rester en conteneur. Vous avez quand même un projet d'une ferme plus vaste, mais quand même qui tient dans un espace relativement réduit par rapport à une exploitation traditionnelle, j'imagine. Alors, c'est vrai que ce container, pour nous, c'est un bon moyen d'expérimenter. Comme on le voyait dans le reportage à l'instant,
Un container, c'est un milieu fermé, ça permet d'avoir un milieu contrôlé, assez facile d'accès. Donc pour nous, pour de l'expérimentation, c'était bien. Mais notre objectif, c'est d'avoir des fermes plus grosses pour assurer, je dirais, une meilleure rentabilité aussi, parce que c'est important. Et donc nous, notre première ferme qu'on envisage en 2020, c'est sur environ 2000 m². Et elle nous permettra de produire 20 tonnes de gambas et 40 tonnes de légumes. Alors 2000 m², c'est rien, hein. Ouais, mais quand on voit la production, voilà, on se dit wow. sur un parking. Ouais. Finalement, avec Farmbox, j'imagine c'est Farmbox, c'est un projet que vous connaissez. Vous êtes un peu. Est-ce qu'il y a une génération comme ça d'ingénieurs agronomes qui clairement veut changer de modèle? Alors, je ne sais pas s'il y a que des ingénieurs agronomes, mais en tout cas, je pense qu'on voit émerger avec cette nouvelle génération, oui, une envie à la fois de consommer différemment et donc une réponse, c'est-à-dire une production différente, et que ce soit avec de l'agriculture urbaine comme Farmbox, ou alors de la permaculture comme d'autres personnes peuvent le faire plus en milieu rural. On voit vraiment qu'il y a de nouvelles manières de produire qui sont en train de se mettre en place. Et donc nous, on pense qu'avec Agriloop, c'est une des alternatives qui nous permet à la fois, en plus d'avoir des légumes, mais aussi des produits animaux, et en l'occurrence des produits de la mer pour nous. Ouais. Des produits qu'on faisait pas sur notre territoire. Sur notre territoire avant. C'est génial. Et peut-être bientôt dans l'assiette de nos enfants, comme nous le dira sans doute Gwendoline. Des petites gambas qu'on mangerait comme des nuggets, en fait. Oui, je pense que c'est une bonne alternative aux nuggets, quand même. Isabelle, vous aviez déjà entendu parler d'aquaponie ? Non, pas du tout. Je trouve ça génial. Moi, je connais évidemment la permaculture. Je connais un tout petit peu la culture des algues, parce que mon coéquipier de ma dernière Jacques Vabre, justement, est dans les algues. Et moi, je trouve ça vraiment passionnant. Je trouve que c'est vraiment des métiers d'avenir et des solutions d'avenir pour nous. Donc, ouais, c'est chouette. On va revenir avec vous, évidemment, à la mer, avant d'évoquer votre prochaine route du Rhum. On va revenir sur la Transat AG2R à laquelle vous avez participé en avril dernier. On vous retrouve avec un équipage avec une jeune femme, Justine Métro. C'est un duo plus que regardé. La seule équipe 100% féminine de la transatlantique Concarneau-Saint-Barth. Dans le milieu de la voile, on les appelle les Girls Power. La Suisse Justine Métro et la franco-allemande Isabelle Joske. Avec Isabelle, on se connaît bien, on a déjà navigué ensemble, pas en Figaro mais sur d'autres supports. On s'est pas mal entraîné ensemble au mois de février. Et puis on se connaît bien aussi à l'extérieur, ça fait longtemps maintenant qu'on se côtoie sur les pontons. Et puis et c'est quelqu'un que moi j'apprécie aussi à l'extérieur, donc c'est pour ça que j'ai fait le choix de partir avec elle. Basées toutes les deux dans le Morbihan, elles sont inscrites au pôle Lorient Grand Large. Elles ne sont pas à leur première collaboration. En 2013, déjà, elles naviguaient ensemble sur la Mini Fastnet. Un duo solide, mais les skippeuses ont plus l'habitude des courses en solitaire. Justine Métro décrochait l'année dernière une 7e place sur la solitaire Urgo-Figaro et Isabelle Joske, elle, se prépare au prochain Vendée Globe. On est habitué à naviguer tout seul. Et puis là, on est deux. Donc si on fait une bêtise, on se dit zut, est-ce que l'autre va m'en vouloir ? Non, c'est toujours plus compliqué. Il n'y a même pas besoin vraiment de se connaître avant. Je crois que chaque course raconte une nouvelle histoire et à chaque course, il faut se remettre en question, même par rapport à l'autre. À leur dernière régate sur la Solo Concarneau, elles ont décroché la 7e place sur 11. Un début de saison plutôt prometteur. Début de saison plutôt prometteur et vous allez poursuivre en préparant votre première route du Rhum, destination Guadeloupe. Comment vous vous préparez justement? Est-ce que c'est facile d'être une femme sur une course comme celle-là? Alors, il y a deux questions. Comment je me prépare? C'est une préparation qui se fait vraiment sur la durée. Déjà, il y a des années d'expérience. Et après, plus on se rapproche du but, plus on a besoin de s'entraîner. Donc, je m'entraîne plusieurs jours par semaine avec mon bateau. Je fais de la préparation physique tous les jours. Je travaille en informatique, sur l'utilisation de l'outil informatique pour faire de la stratégie. Oui, parce qu'on imagine que c'est que de la navigation, mais non. Enfin, il y a tout plein de choses dans la course au large. Il y a la stratégie, il y a tout ce qui est manœuvre, faire avancer le bateau le plus vite possible. Mais après, il y a la stratégie, il y a la technique, parce qu'on peut avoir de la casse. D'ailleurs, ça arrive très souvent. C'est ce qui nous pend le plus au nez, presque.
Et donc, quand on a de la casse, il faut pouvoir réparer. Donc voilà, il y a tous ces domaines et il faut vraiment acquérir des compétences dans tous ces domaines. Donc ça fait beaucoup de travail à faire en amont et c'est pour ça que je dis que ça nécessite quand même quelques années d'expérience pour accumuler du savoir-faire et être prêt le jour J. Alors vous considérez, vous, que qu'en fait vous êtes une concurrente comme les autres, au même titre que les hommes. D'ailleurs, c'est ce que vous disiez, hein, le départ de la course, ça va être le moment le plus compliqué. Il y a beaucoup de manœuvres à faire. Oui, tout à fait, ouais. Alors déjà, je précise, hein, la course au large, c'est un des rares sports mixtes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de classement féminin. Et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de sports comme ça. Et donc, la différence, c'est que quand même, lorsqu'on est une femme, on peut être un petit peu moins physique. Et moi, c'est mon cas, hein, je suis un petit gabarit. Même, il y a, parmi les femmes, il y a des gabarits plus costauds. Et donc, ce qui est le plus difficile pour moi, clairement, c'est les manœuvres. C'est d'enchaîner les manœuvres. Plus le bateau est gros, plus ça devient difficile. Et là, aujourd'hui, je navigue sur un bateau qui fait presque 19 mètres. C'est assez nouveau pour moi, ça fait qu'1 an que j'ai ce bateau. Et là, ouais, ça commence à être costaud. Donc, ce qui va être le plus dur pour moi, clairement, ça va être le départ de la route du Rhum. Donc, le jour du départ, et puis, je dirais, les 3-4 jours qui vont suivre, parce qu'il va y avoir plein de manœuvres, que certainement, on va traverser des moments difficiles avec peut-être une tempête, parce que ça arrive assez couramment. Donc, il va falloir être costaud, en forme. Vous vouliez poser une question, Stéphane? Non, je disais, justement, c'est lié à ça, c'est qu'il y a la gestion manœuvre, informatique, mais la gestion de soi aussi. Oui, donc, est-ce qu'être une femme, justement. Dans un bateau, dans cette course au large, vous avez une approche, une manière différente de vous gérer, d'après vous? Ouais, je pense qu'on a effectivement, mais j'irais même un peu plus loin. Moi, quand j'ai commencé la course au large, dans ma façon de me préparer en général, j'ai un peu voulu me calquer sur les hommes en me disant, j'ai moins de muscles, alors il faut que je travaille plus et je fasse plus de préparation physique pour être aussi fort qu'eux. Et un jour, je me suis rendu compte que de toute façon, j'avais mes limites quand même. Et aujourd'hui, du coup, j'ai réalisé qu'on était différents et qu'il fallait vraiment s'appuyer là-dessus. Et que je pense que nous, en tant que femmes, on a d'autres atouts et qui peuvent justement se jouer sur la gestion de soi dans la longueur, dans la difficulté. À un moment donné, on est aussi en face d'une machine qui nous dépasse, d'éléments qui nous dépassent, et comment on joue avec ça. Et je pense qu'un homme et une femme ne vont pas forcément réagir pareil. Mais pour avoir une force différente. Mais voilà, rien n'est gagné, rien n'est joué en tout cas au départ, ça c'est certain. Vous êtes fondatrice et présidente de l'association Horizon Mixité, qui promeut le sport au féminin. Pourquoi ça vous semblait si important ? Alors, en fait, quand j'ai commencé à faire de la course au large, on n'était pas très nombreuses. Les femmes n'étaient pas très nombreuses, mais je me disais que ça allait vite changer. Je ne voyais pas du tout le problème, quoi. Et puis j'ai navigué pendant un certain nombre d'années et je me suis rendu compte que la proportion des femmes n'augmentait pas, alors que je pensais qu'on était vraiment dans une période de transition. Je me suis rendu compte que non. Et j'ai aussi, quelque part, je me suis retrouvée face à la réalité. Et la réalité, c'est que, en tant que femme, on n'est pas regardé pareil qu'un homme lorsqu'on est compétiteur dans la voile. Et puis j'ai aussi réalisé que parmi mes concurrentes, il y avait plein de femmes qui avaient arrêté cette carrière pour fonder une famille et qui n'avaient jamais raccroché. Alors que parmi mes concurrents, je dirais que 99%, eux, pouvaient concilier les deux sans problème. J'ai vraiment, quelque part, rencontré la vraie vie. Et je me suis dit, en fait, non, dans ce métier, c'est pas aussi facile pour une femme que pour un homme. On ne peut pas forcément tout faire, ou en tout cas, ça peut être difficile. Et j'ai trouvé que c'était un bon point de départ pour en parler, pour motiver les femmes aussi à oser, parce que je pense que parmi les jeunes filles, il y en a plein qui font de la voile et qui, quelque part, qui pourraient oser, mais qui se disent « Oh non, mais c'est beaucoup trop gros, beaucoup trop physique ». Et je pense qu'il y a pas mal de femmes qui se brident aussi. Donc vraiment, notre ambition, c'était de se servir quelque part de notre exemple pour pousser
aider au changement en tout cas. Et vous allez donc mener des actions dans des classes Oui. Voilà, alors aujourd'hui, on a fait plusieurs actions et aujourd'hui, on aimerait vraiment se tourner vers un public le plus jeune possible parce que c'est là que ça démarre, notamment ce qui touche à l'esprit de compétition. C'est vrai qu'on le sait aujourd'hui, hein, les petites filles, on ne les traite pas pareil, on les pousse moins à la compétition parce qu'on trouve que c'est normal qu'un garçon fasse de la compète, mais un peu moins pour une femme, enfin pour une petite fille. Et voilà, donc aujourd'hui, on voudrait vraiment se tourner vers les écoles primaires pour pousser, vraiment donner envie. Ouais. Eh bien, écoutez, vous restez avec nous, Isabelle Yoshke. On va rester dans le domaine maritime, quant à nous. Je vais vous demander si vous connaissez Narcisse Pelletier. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ce nom? Non. Non, c'est un joli nom. C'est un joli nom. Alors, c'est l'histoire d'un drame vécu par un mousse de 14 ans, originaire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, qui est passé de l'enfance à l'âge adulte dans un clan aborigène du Cap York en Australie. C'est l'objectif d'un documentaire de Serge Aéry. Il nous raconte l'histoire de ce jeune homme qui a été arraché à son clan et reconduit en France où il finit dramatiquement sa vie dans un phare. Ce film nous montre la culture d'un peuple méconnu, mais aussi comment la société française de la fin du 19e siècle la jugeait. C'est une histoire extraordinaire qu'il nous racontera ce soir après le Sartois. Je vous propose un extrait. Narcisse rentre à Saint-Gilles-sur-Vie le 2 janvier 1876 pour ses 32 ans. 20 ans d'absence. Il avait pris la mer sous le Second Empire, il revenait sous la Troisième République. Constant Merlan, un chirurgien de La Roche-sur-Yon, membre de la revue littéraire de Bretagne, de Vendée et d'Anjou, va immédiatement s'intéresser à la stupéfiante aventure de Narcisse. Constant Merlan aperçoit au travers de cette histoire un sujet extrêmement intéressant. De quelle manière il va approcher Narcisse Pelletier, on ne sait pas trop. En tout cas, ça se fait apparemment très rapidement, dès son retour. Il est persuadé de se confier à lui, en tout cas de confier son histoire. Je pense que Merlan imagine qu'il va écrire une aventure dans l'esprit Robinson Crusoe. Pour illustrer son futur ouvrage, le docteur Merlan fait photographier le rescapé dans l'atelier du célèbre peignier à Nantes. Ce tirage sera l'unique image connue de Narcisse Pelletier pendant 130 ans. Narcisse Pelletier, aborigène naufragé à découvrir ce soir après le Soir 3 sur France 3 Bretagne. Et vous en aviez entendu parler en fin de compte, Isabelle? Oui, moi j'ai lu en fait le roman qui s'appelle Ce qu'il advint du sauvage blanc et c'est l'histoire de Narcisse. Ben voilà, comme quoi, je vous invite à découvrir ce très très beau documentaire ce soir sur notre antenne. On revient à vous, Gwendoline. Vous allez nous parler de l'assiette de nos enfants. Qu'est-ce qu'on mange? Est-ce qu'on mange des crevettes alors? Oui, les crevettes, c'est très bien. Hein. Il n'y a pas de souci avec les crevettes. Alors, est-ce qu'on reste dans le 5 fruits et légumes par jour avec les enfants, ou il faut mettre encore plus pour les petits? Non, alors c'est vrai qu'on a un peu cette épée de Damoclès du 5 fruits et légumes par jour, des repas équilibrés, les enfants qui ne veulent pas avoir de verre dans l'assiette. Donc des fois, on est un peu dépassé. La mode est au fait maison en ce moment. On voit que de plus en plus, on dit qu'il faut faire tout maison, prendre le temps de surveiller ce qu'il y a dans notre assiette, sauf qu'on n'a pas forcément toujours le temps entre les enfants, l'école, le travail, et puis des fois, clairement, on n'a pas envie. Donc on sait pas toujours vers quoi se tourner. Alors l'avantage du fait maison, c'est que c'est vrai, on sait ce qu'il y a dans notre assiette, c'est nous qui le mettons, surtout pour les gens qui ont des intolérances alimentaires, des régimes particuliers. C'est aussi économiquement beaucoup plus rentable, intéressant de cuisiner donc tout maison, mais c'est pas toujours facile. On n'a pas toujours des idées, donc pour ça, il y a quelques petites astuces. On a notamment les applications mobiles maintenant qui se développent de plus en plus. Alors si vous êtes devant votre frigo, votre placard, vous ne savez pas quoi faire à manger, vous êtes à deux doigts de commander, vous allez chez le fast-food, et vous avez des applications mobiles qui vous permettent de rentrer tous les aliments que vous avez à portée de main et qui mixent un peu tout ça et vous préparent, qui proposent une recette avec un pas à pas. Donc ça permet de varier un petit peu les menus. Et si vraiment on n'a rien dans le placard, ou mieux, on n'a pas le temps de faire les courses ni rien, il y a beaucoup de services qui se développent
où vous recevez chez vous toutes vos courses en fait. Alors vous rentrez. Alors est-ce qu'on reçoit juste les ingrédients ou on reçoit vraiment le plat? Alors juste les ingrédients. Alors, juste les ingrédients. Vous leur dites. Non, voilà. Ça pas trop en demander non plus. Donc voilà, donc ça se présente un petit peu comme ça. Vous dites le nombre de personnes qu'il y a dans votre foyer, si vous avez un régime alimentaire particulier, végétarien par exemple, et vous recevez toutes les semaines. Voilà, alors, ce genre de petit colis. Vous avez les produits frais à l'intérieur et le guide des recettes. Alors ça, c'est plutôt pas mal parce que ça reste équilibré, les recettes varient, mais alors pour les enfants, c'est pas toujours très adapté. Voilà, ce serait vraiment plutôt pour les adultes. D'accord. Donc bien souvent, voilà, on achète quelques petits plats préparés industriels qui sont toujours les bienvenus dans le placard quand on n'a pas vraiment le temps. Mais il faut quand même essayer de limiter parce qu'il y a énormément de sel, de conservateurs, d'édulcorants. Donc pour les enfants, pour dépanner, enfin même pour les adultes de temps en temps un petit peu, mais sinon plutôt privilégier les marques bio ou alors au moins locales avec des produits dont on sait vraiment d'où ils viennent et un petit peu plus sains quand même. Et pour les bébés, alors est-ce qu'il faut mieux privilégier le fait maison au fameux petit pot systématiquement ou alors non, alors pour les bébés c'est pareil, on va privilégier le fait maison. Alors par contre, il vaut mieux acheter un petit pot industriel plutôt que d'aller acheter des carottes qui sont bourrées de résidus de pesticides en grande surface par exemple. Il vaut mieux privilégier un petit pot où là il y a eu un suivi de qualité fait un petit pot bio dans ce cas-là plutôt que des légumes non bio, c'est ça? Il vaut mieux préparer soi-même. Voilà, même si vous partez pas du tout dans le bio, il vaut mieux acheter un petit pot qui n'est pas certifié bio mais dont le suivi de qualité a été fait spécifiquement pour les bébés, où il y a eu beaucoup de contrôles de fait. En général, les résidus de pesticides, par exemple, dans un petit pot bébé, c'est en moyenne 0,00001%. Je doute que ce soit le cas de la botte de carottes qui est en supermarché. Ou alors plutôt prendre des légumes bio dans ces cas-là. Et bien sûr, pour les petits pots de bébé, il vaut mieux miser sur le bio. Mais à choisir, il vaut mieux toujours, si vous n'êtes pas sûr de la provenance des aliments que vous cuisinez, prendre un petit pot qui a été fait spécialement pour l'alimentation d'un bébé. Alors concrètement, on va conclure avec ça. Un repas équilibré, c'est quoi du coup? Alors, si vos enfants ne veulent pas mettre de verre dans l'assiette du tout, alors il suffit de leur faire un schéma très simple. Une assiette équilibrée, c'est à peu près la moitié de l'assiette en légumes, qu'ils soient crus, cuisinés, voilà, à peu près. Ensuite, vous avez un quart pour les protéines. Les protéines, ce n'est pas forcément la viande, ça peut être les légumineuses, par exemple, les lentilles. Ça rentre dans la catégorie des protéines. Et ensuite, un autre quart de l'assiette pour les féculents. Donc les pâtes, du riz, plutôt privilégier les céréales complètes. Et si vous mettez du pain, le pain fait partie des féculents. Donc on ne se bourre pas l'assiette de pâtes et après on se fait une grosse tartine de pain beurre. Pas du tout. Et sinon, on se fait un petit dessert, un fruit. Un petit soda là-dessus. Un petit soda là-dessus. Non, il faut vraiment essayer de balancer un petit peu, d'équilibrer les aliments, mais il faut aussi savoir se faire plaisir. Tout en étant raisonnable. Et puis, il y a moyen de faire des assiettes jolies qui donnent envie même de manger des légumes verts. Oui, en plus, les légumes, c'est pas que vert, il y a plein de couleurs. Non, mais exactement. On peut faire des trucs très sympas, des petits arbres de brocoli. On peut faire des choses vous très viendrez jolies. pour nous montrer des jolies assiettes qui donnent envie. Exactement. Pour les petits. Avec plaisir. Et on n'oublie pas de boire de l'eau. Oui, quand même. Voilà, très important. Merci beaucoup, Gwendoline. On va maintenant retrouver Catherine tout de suite pour le point à mi-chemin de cette émission. Qu'est-ce que vous avez retenu, ma chère Justécie? Pardon, mon esprit s'est arrêté à Gambas. Ah oui, d'accord. Alors j'étais là en train de baver et j'imaginais la petite Gambas. Est-ce que vous pouvez faire pousser comme de l'ail après ou du gingembre aussi parce que c'est super bon. Tu râpes du gingembre c'est frais délicieux, ça. dans du beurre et tout avec les langoustes, les Gambas et tout. Donc là, j'avoue, j'ai un peu fait un blackout en pensant à de la Gambas grillée comme ça. Je vous laisse avec vos gambas. Que ça arrive. Je vous laisse avec vos gambas, ma chère Catherine, qui va piquer mes titres à venir. Alors nous, dans quelques instants, nous retrouvons les conseils en aménagement d'intérieur d'Aurélie Vérité et puis une nouvelle rubrique qu'on inaugure ce matin, la rubrique mode, avec Justine Lemoin. Côté information, ce midi, dans le journal présenté par Éric Pinault, nous reviendrons sur les défaites des clubs bretons hier en Ligue 1. Et puis nous rencontrerons aussi Arnaud Lécuyer, plus jeune président d'agglomération en Bretagne et maire de Saint-Potent. Voilà, et bien c'est maintenant le moment de retrouver l'ami Billy pour un deuxième animal à adopter. Je crois que c'est Belle. Alors nous sommes de retour avec cette petite demoiselle qui s'appelle Belle. Bonjour mademoiselle. Alors c'est quoi comme chien ça? C'est une croisée épagnole. En fait c'est une chienne qui a un peu une triste histoire. En fait elle a été récupérée par nos enquêteurs, elle a été attachée sur un balcon. Ah, sympa. Elle a été muselée, attachée à un balcon. D'accord. Et du coup, c'est vraiment une chienne, par contre, qui n'a aucun séquelle. C'est-à-dire de ce qu'il y a plus. Voilà. C'est une chienne qui aime tout le monde. Elle se souvient pas. La seule chose, on va dire, son seul petit défaut, ça va être la solitude. Parce que c'est une chienne qui a été un peu rejetée.
Okay. Et du coup, elle a tendance à s'attacher très vite, en tout cas, aux personnes qui s'occupent d'elle. D'accord, donc elle a besoin que les copains soient là toute la journée. Voilà, une présence, une famille assez présente, disponible. Éventuellement avec un autre chien pourrait l'aider aussi dans cette anxiété à travailler là-dessus. Sinon qu'est-ce qui va se passer si elle reste tout seule? Elle va faire des bêtises? Elle risque de faire des bêtises, d'aboyer et puis de s'ennuyer. Donc c'est une chienne qui a besoin d'être stimulée, de rattraper surtout le temps perdu. Hein, parce que, et ça, on peut rien faire pour leur apprendre à rester tout seul à la maison? Ça s'apprend, bien sûr. Il faut bien sûr travailler le détachement. Tout s'apprend. Maintenant, la solitude, c'est pas inné. Hein. Les chiens ont besoin c'est des animaux sociaux qui ont besoin de vivre en meute. Oui, c'est vrai. Donc c'est vrai que la solitude, c'est pas toujours évident, surtout chez les jeunes chiens. Mais du coup, oui, bien sûr, ça. Parce qu'elle a quel âge, elle, tu as dit? Elle a 1 an et demi, 2 ans. Ah donc ouais, c'est un bébé, une là. petite jeunette pleine de vie, très sportive. Et donc, en petite astuce, comme ça, quand tu dis qu'il faut leur apprendre à être tout seul, le détachement, le détachement, en fait, ça se travaille au quotidien. C'est-à-dire qu'il faut régulièrement renvoyer l'animal à sa place, pas être trop dans l'affectif, être trop, même si c'est pas évident, surtout quand on vient d'adopter, on a tendance à vouloir trop coucouner. Mais voilà, travailler un petit peu la cassure, envoyer un petit peu l'animal de son côté pour qu'il apprenne tout simplement à être pas toujours derrière nous. À couper le cordon. Parce que s'il est toujours derrière nous et que du jour au lendemain on lui ferme la porte au nez, et ça peut donner des aboiements et effectivement une anxiété de la part de la chienne. Ok, écoutez, cette demoiselle, elle est là, pleine de vie, là, ici, au refuge de la SPA de la Route de l'Orient. Tout à l'heure, on va aller voir des chats? Oui, on va aller voir un petit chat. On va aller voir les petits chats, ma passion, les chats. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Billy, Aurélie, Vérité et Justine Lemoin nous ont rejoints. Et c'est Aurélie qui va ouvrir le bal avec les 5 outils pour penser son projet de décoration. Dites-nous tout. Eh bien, je vais vous présenter 5 outils, 5 applications que vous pouvez utiliser, puisque des fois, quand on réfléchit à réaménager son séjour ou sa cuisine, on est en manque d'idées. Et puis, la grande peine, c'est de réussir à se projeter dans son intérieur pour savoir si les éléments vont aller ensemble. Alors, le premier outil, c'est un outil d'inspiration. En gros, on cherche des idées, on voit des choses qui nous plaisent et on a envie qu'on nous propose d'autres idées. Donc là, vous allez sur Internet et vous utilisez l'application Pinterest. Vous connaissez? Bien connu. Vous connaissez? Donc le principe, il est assez simple en fait. On peut aller sur Pinterest, se créer un compte et puis on va sélectionner des images qu'on aime bien et on va pouvoir comme ça créer des tableaux. On va pouvoir créer un tableau pour le séjour, un tableau pour la cuisine. Et puis, on va mettre plein de photos qu'on aime bien. Ça peut être juste un objet, ça peut être un ensemble. Et ce qui est intéressant, c'est que quand vous cliquez sur une photo, vous avez des suggestions de photos associées qui viennent se mettre. Et ces nouvelles technos, elles sont très intelligentes puisqu'elles sont capables de vous faire vraiment des propositions quand vous associez plusieurs photos. Donc, c'est très fort. Et ce qui est aussi assez pratique, vous avez une petite application Pins que vous pouvez télécharger, ce qui fait que quand vous êtes sur un site internet, là j'ai pris un exemple, vous êtes sur La Redoute par exemple, et vous voyez un canapé qui vous plaît bien, vous pouvez pincer cette image de canapé pour la mettre dans votre tableau, et puis derrière, Pinterest vous trouvera des associations de photos par exemple de séjour avec ce type de canapé. Et ça vous donnera des idées. Mal, ça. Ouais. Et ça, c'est assez pratique du coup de se dire, tiens, j'ai une photo ou quelque chose que j'ai vu dans la rue, je le prends en photo et je viens le mettre sur mon tableau. Donc voilà. Alors, autre outil. Voilà, ça c'était l'inspiration. Le deuxième outil qu'on va voir, alors je crois qu'on est sur Magic Plan, non, la planche tendance. La planche tendance, c'est, là on est un peu dans la continuité de l'inspiration, mais maintenant qu'on a une idée un peu plus précise de son projet, en fait, c'est assez une bonne pratique de construire une planche tendance. Souvent, on avait l'occasion de le faire avant en prenant les magazines, en déchirant les pages qui nous plaisaient et puis en les posant les unes à côté des autres. En collant, tout ça, ça donnait une espèce de cahier épais comme ça. Voilà, et faut continuer parce que dans la pratique, c'est une bonne chose. Ça permet de voir si le canapé, il va bien avec les coussins, si les couleurs sont harmonieuses ou pas. Ça aide à se projeter parce que des fois, on a du mal en fait à associer les éléments. Et puis aujourd'hui, il y a de plus en plus d'outils qui existent sur le web comme Cozy Casa, où vous pouvez comme ça créer des planches tendances, où vous allez sélectionner des articles, ils vont vous les coller sur une page virtuelle blanche, et puis ensuite associer des ambiances, des papiers peints, des couleurs. Voilà.
Alors, autre outil. Autre outil, le troisième outil, c'est le relevé de mesure. Ça, c'est une application que je trouve vraiment pratique. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est des applications vous téléchargez sur votre smartphone ou sur votre tablette. Et puis, en fait, vous allez scanner votre intérieur. Vous allez poser des petits icônes dans le coin des pièces et ça va calculer des points dans votre pièce en 3D. Il va vous demander de vous déplacer et il va être capable comme ça de noter les angles des pièces et du coup de construire le plan de votre pièce. Ce qui vous permet derrière de pouvoir, plutôt que de prendre la mesure avec votre mètre, ce qui n'est pas toujours pratique, de positionner les fenêtres et tout, là, rapidement, en quelques clics, finalement, vous faites le relevé de mesure et après, vous allez pouvoir mettre un canapé, un fauteuil. Parce que une des premières difficultés qu'on peut avoir, c'est de savoir si le meuble, il va prendre toute la place dans la pièce ou pas. Donc, de cette manière, rapidement, on fait le relevé de mesure sur l'application et on vient mettre des objets. Donc, la suite, c'est le configurateur 3D. Voilà, celui-là, il est très utilisé, beaucoup dans le domaine des cuisines. On le retrouve sur beaucoup de sites de vendeurs de cuisine ou d'aménagement d'intérieur chez les grands distributeurs. Et alors, quand vous y passez beaucoup de temps, vous pouvez arriver à ce genre de visuel 3D magnifique où vous voyez la cuisine qui donne envie avec la belle lumière. Donc là, les photos ont peut-être été un peu retouchées par des professionnels, mais dans l'idée, voilà, vous pouvez vous projeter et puis recréer votre intérieur, positionner les objets et savoir si ça va bien ensemble. Et puis le petit dernier. Le petit dernier, voilà, qui est quelque chose qui est plus dans les perspectives dans l'avenir, c'est ce vers quoi on va et je pense que c'est vraiment un outil qui va nous aider pour aménager nos projets dans l'avenir, c'est le fait de pouvoir rentrer dans une scène en réalité virtuelle. Ça veut dire qu'on va mettre un casque, par exemple, sur sa tête ou avec une tablette. Et on va voir un extrait. Alors ça, c'était l'extrait d'un exemple de configurateur, par exemple, où on peut modéliser la pièce. On est sur le même principe. On peut voir si, quand on ouvre le four, on peut aussi ouvrir en même temps le lave-vaisselle qui est en face. C'est ça. Ça permet de se rendre compte aussi des proportions. Ça permet vraiment de se rendre compte, en effet, des proportions de la pièce. Ça permet de calculer aussi rapidement un chiffrage pour son projet. Et puis, l'innovation, en fait, vers lesquelles on va, c'est qu'on va pouvoir vraiment se promener dans son intérieur en étant vraiment en immersion, comme dans un jeu en réalité, un jeu de Game Boy, mais un jeu... Réalité virtuelle. Ouais, réalité virtuelle. Et on va pouvoir en fait se promener dans son futur séjour et que votre conseiller d'aménagement d'intérieur soit lui aussi dans cette scène et qu'ensemble vous disiez tiens, regarde là le bureau, j'aime bien, mais je voudrais changer un coloris ou tiens, est-ce qu'on peut le déplacer et puis le mettre plutôt sur l'autre angle. Donc en fait, en simultané, vous allez être avec votre conseiller dans une pièce virtuelle où vous allez pouvoir échanger et lui dire tiens, est-ce que tu peux ouvrir le four pour voir comment ça se passe, et il va pouvoir immédiatement modifier l'aménagement de la pièce. Donc des choses très concrètes et pratiques. Voilà, de plus en plus concret et pratique, tout à fait. Merci beaucoup Aurélie. Ça vous inspire quoi les filles là? Ah, on n'est que des filles là. Ouais. J'ai presque envie de tout refaire à la maison. C'est ça. Isabelle? Ouais, moi en fait ça me fait penser que quand j'ai acheté ma maison et que je devais la rénover, c'est sur une transat, donc pendant une transat à bord d'un bateau que j'ai, avec un logiciel d'aménagement 3D, que j'ai tout organisé. Je suis arrivée de l'autre côté de l'Atlantique, je dis c'est ça que je veux. Voilà, super. La mère avait porté comme ça marche bien à distance. Oui, exactement, c'est vachement bien. Justine? Bonjour. Bonjour, vous connaissiez ce genre d'application? Oui, je connaissais bien Pinterest. J'utilise énormément justement par rapport à la mode. Voilà, sur la mode. Mais non, l'application là, non, je ne connais pas. Voilà, vous avez pris plein de choses. On vous retrouvera tout à l'heure pour parler de mode. Alors pour l'instant, je vous propose qu'on passe de l'intérieur à l'extérieur. On va prendre un grand bol d'air sur un sentier de randonnée très renommé car il longe les côtes bretonnes, le GR34, un sentier qui est né il y a 50 ans et dont en fait l'anniversaire, c'était en 1968. Allez, reportage de Catherine Bazy et de Louise Cognard. De la baie du Mont-Saint-Michel jusqu'à Saint-Nazaire, il longe l'ensemble des côtes bretonnes. Au XVIIIe siècle, ce sentier des douaniers permettait d'empêcher toute contrebande le long du littoral. Aujourd'hui, il est devenu le GR34, un paradis pour les randonneurs.
C'est sous l'impulsion d'Émile Orin, un marcheur humaniste, qu'il a démarré une nouvelle carrière à la fin des années 60. On ne parlait pas de randonnée à cette époque-là, d'ailleurs, il y a 50 ans. On allait se promener. Je pense qu'il a toujours été pionnier dans ce domaine-là. Et c'est bien, ouais. Même si quelquefois, le dimanche après-midi, je m'arrêtais quand il s'enfonçait trop dans les broussailles pour aller chercher quelques nouveaux sentiers. Une vie passée à repérer, défricher, négocier, convaincre. Il y a 50 ans, marcher dans la nature était une idée originale. Émile Orin souhaitait que ce plaisir gratuit soit à la portée de tous. Il y avait surtout les privés qui avaient accès à la mer, qui ne voulaient pas lâcher le passage. Donc, pour faire le tour de la Bretagne, par la côte, il fallait faire énormément de chemin, reprendre des petites routes, retourner, c'était vraiment impossible, quoi. Il s'est dit, l'accès à la côte doit être accessible à tout le monde. En hommage au créateur du GR34, l'ancienne voie ferrée entre Lannion et Perros-Guirec porte désormais son nom. 12 km de balade dans la campagne du Trégor qui débouche inévitablement sur le célèbre chemin littoral. C'est un sentier qui a tout de même un énorme avantage, c'est qu'il allie un patrimoine naturel avec des chemins de qualité et surtout une variété de paysages sur toute la Bretagne. 2000 km de point de vue à couper le souffle, le GR34 serait le chemin préféré des randonneurs. À n'en pas douter, une belle idée de sortie pour le week-end prochain. Justine, on inaugure avec vous ce matin une nouvelle rubrique, une chronique mode. Alors vous allez nous aider à être tendance. On a envie de vous demander un petit peu quelles sont les couleurs justement qui s'invitent dans nos dressings cet automne. Alors déjà, bye bye l'été. On range les maillots, place à l'automne, aux températures plus fraîches, à l'envie de cocooner. Oh bah oui, là oui, c'est vrai, on est bien dedans là. Et puis forcément, à cette fameuse question, voilà, que vais-je porter pour cette nouvelle tendance ? En termes de couleurs déjà, là moi je suis assez contente parce que ça s'annonce fun et coloré et justement les couleurs s'imposent. Alors exit le noir. Ouais, fini le noir, le marron, les couleurs le noir on le met un petit peu de côté, on favorisera davantage le bleu marine, le kaki, le lit de vin ou l'indémodable gris. Après, ça, c'est pour les plus frileuses. Si on cherche un style avec un petit peu plus d'audace, il faut vraiment utiliser des couleurs pop, des couleurs très lumineuses. Genre orange? Eh bien oui, orange. Alors peut-être pas en total look, mais le orange, le jaune, moutarde ou plus vif, l'ultraviolet, le bleu clin et mon préféré, le vert bouteille. Voilà. Alors, ça, c'est pour les couleurs. C'est ça. Si je vais y arriver. Si je désire avoir un look plus original, je dois porter quoi? Alors, rien de tel pour sortir d'un look classique de passer à l'imprimé. Pas toujours facile à apprivoiser, à assumer également, mais l'imprimé reste aussi extrêmement tendance en ce moment, notamment avec l'imprimé Prince de Galles qui sera absolument partout, sur les jupes, les pantalons, les vestes. On va vraiment le voir cette année. Comme le petit, son petit copain, les carreaux, en tous les cas, le tartan, so british, en tous les cas. On va le retrouver vraiment aussi en manteau et en pantalon. C'est des imprimés forts, mais c'est des imprimés sympas, en fait, à porter sur des grosses pièces. Quand il faut assumer, quoi. C'est juste ça. Il faut assumer. Ouais. Mais c'est comme le petit léopard, justement, cet imprimé star qui peut faire peur, sauf que une fois qu'on l'a apprivoisé, même par petites touches, il reste très, très élégant. Alors, ok, là, c'est au niveau des imprimés. On a envie de vous demander les matières. Quelles vont être les matières tendances en cet automne? Parce qu'il fait quand même un peu frisqué. C'est ça, la saison est au cocooning et la tendance est aussi au confort. Donc, on va vraiment venir se lever dans des matières moelleuses, comme les matières comme une pollénée ou une grosse maille. Tiens, on voit l'imprimé un petit peu foulard aussi, que je n'ai pas cité malheureusement, mais voilà, on revient à cette grosse maille que l'on vient twister avec une petite jupe soit en cuir, soit en velours lisse, deux matières également très tendance cette saison. Et c'est assez joli. Et juste une petite chose, on est vraiment aux tendances XXL. Donc, n'hésitez pas à hésiter à choisir des doudounes oversize, à avoir des capes, à avoir des manteaux longs. Exactement. On est dans du confort, mais on est aussi dans une tendance bien présente. Donc, du large plus pour les tops. Est-ce que c'est pareil pour les pantalons? Alors, idéalement, effectivement... On est toujours sur le petit pantalon un peu moulant ou pas trop? Oui, alors c'est sûr, si on choisit quelque chose d'assez large au niveau du haut, comme je vous expliquais, plutôt quelque chose d'un peu loose et un peu oversize, mieux vaut rester un petit peu plus près du corps, au niveau du bas, notamment en pantalon ou même effectivement en jupe. Parce que sinon, on peut avoir un total look un peu large, et là, ça peut piquer un peu.
Donc voilà, ne pas hésiter effectivement à jouer cette carte du loose, parce que c'est tendance. Exactement, du loose. C'est quoi ça, le loose? C'est avoir quelque chose d'un peu large, avec une certaine forme quand même, hein, même au niveau des manteaux. Ça peut être ceinturé également sur une cape, mais voilà, d'avoir quelque chose un petit peu plus large tout en étant structuré. Ça, c'est la tendance du moment. Ça, c'est la tendance. Et ça fait du bien parce qu'on va être bien au chaud. On va être bien au chaud. Ça vous inspire quoi, les filles? Moi, le large, pas grand-chose. Gwendoline, elle est plus sur les petites choses cintrées. Voilà, moi, j'aime bien. Mais on peut le ceinturer, le large, donc c'est l'avantage. Très ceinturé. Voilà. Aurélie? Moi, ça me donne envie. Ça y est, je sais ce que je vais aller m'acheter pour la nouvelle saison, là, justement. Ça me donne de bonnes idées. Je pense que le large va bien m'aller. Isabelle? Moi, j'avais envie de rigoler quand j'ai entendu total loose ou total... Parce que je me suis dit, moi, dans mon ciré, c'est un peu ça. C'est large en haut, large en bas. Tendance. Isabelle Yoshke, merci beaucoup d'avoir été avec nous durant toute cette émission. On vous souhaite bonne chance pour votre route du Rhum, le départ début novembre. Le 4 novembre. Le 4 novembre. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Dites-moi. Hormis la victoire, je veux dire, évidemment. Des vents cléments. Des vents cléments. Ouais, des conditions clémentes et que la route s'ouvre à moi. Parce qu'on ne sait pas tout ce qu'on peut rencontrer sur un océan. Donc, il faut quand même de la réussite. Les derniers préparatifs, ça va être quoi, là, maintenant? Alors, là, on a un peu de réparation sur le bateau parce que j'ai eu une régate ce week-end et j'ai eu une avarie, justement parce que je suis rentrée en collision avec un OVNI, un objet flottant non identifié. Et l'un de mes deux safrans, le safran, c'est le gouvernail, a cassé. Et ça, en général, quand ça arrive, on ne peut pas aller très, très loin. C'est un peu comme si le volant s'arrête de marcher. Donc, on a un petit peu de réparation à faire. Il va y avoir encore quelques entraînements, de la mise au point du bateau. Et puis après, il y a l'avitaillement, préparer tout le matériel, les outils qu'il faut. Parce qu'après, je suis en autonomie pendant 15 jours. S'il m'arrive le moindre pépin, j'ai plus que mes outils pour réparer, etc. Au menu, il y aura quoi? Pourquoi au menu. Alors, les plats faits maison, moi j'adore, mais ça va durer 2 jours parce que j'ai pas de frigo. J'ai pas de cuisine non plus. C'est du lyophilisé? Alors, il y a beaucoup de plats déjà préparés, mais c'est vrai que moi je fais un peu attention aussi à pas manger des plats entre guillemets qui servent à rien. Donc, moi je me tourne beaucoup plus qu'avant vers des légumes qui peuvent être déjà cuits, mais assez simple. En fait, moi, je vais chercher ce qui est simple pour pas trop enrichir les plats de tout ce qui est industriel, justement, et qui peut fatiguer l'organisme. L'idée, vraiment, pour nous, c'est d'être en méga forme tout le temps. Eh bien, écoutez, on vous souhaite bonne chance et on pensera bien à vous. Donnez-nous des nouvelles au retour. Et puis vous viendrez nous raconter. On fera ça. Merci. Allez, je vous propose de retrouver tout de suite Billy, toujours à la SPA, cette fois-ci avec un petit chat à nous proposer à l'adoption. Billy. Alors, pour terminer cette matinée pleine d'émotions, ce matin, je n'ai eu que des émotions avec les chiens qu'on vous a présentés. Nous avons les petits chatons. Parce qu'il y en a encore beaucoup, des petits chatons. Il y en a encore beaucoup, oui. Un petit peu moins, heureusement, l'été, on voit comment ça se terminer, mais malheureusement, il y en a encore qui arrivent. D'accord. Et qui cherchent du coup une famille, une gentille famille. Alors lui, il a des griffes, je pense, et puis il s'en sert très très bien. Alors quand on vient chercher comme ça un petit chat au refuge de la SPA, là, ils sont stérilisés, vaccinés? Alors, comment ça se passe? Les chatons ne sont pas encore stérilisés, ils sont bien sûr identifiés, vaccinés, testés contre le FIV et la leucose. D'accord. Donc s'ils sont tous ensemble, c'est qu'ils sont négatifs. Et puis par contre, on demande un chèque de caution au moment de l'adoption qui engage en fait les gens à stériliser leur animal à l'âge de 6 mois. D'accord. En sachant que c'est pris en charge par le refuge, bien sûr, la stérilisation, on l'impose, mais par contre on la prend en charge. Tout simplement pour éviter une prolifération de chatons qui malheureusement a été dramatique cette année. Et, encore plus que d'habitude, quoi. Encore plus que d'habitude, et c'est vrai que nous on a vraiment l'impression de faire de la bonne protection animale quand tous nos animaux partent stérilisés, parce qu'on sait que nos petits malheureux n'en feront pas d'autres derrière. Ouais, c'est ça, exactement. Donc quand on a un petit chat à la maison, si c'est pas un chat pour faire des compétitions et de la reproduction, on le stérilise tout de suite, quoi. Oui, il vaut mieux, puis même pour la santé, pour le bien-être animal, ne serait-ce que aussi pour les gens... Et même pour le marquage, parce que si le chat est stérilisé, il marquera moins. Marqué, c'est quand il me fait un peu pipi partout, quoi. Nous, on le voit, on a des chats parfois qui n'ont pas castré, qui urinent, et quasiment 2 jours après la castration, ils arrêtent complètement de marquer leur territoire. Bon. Donc c'est vraiment bénéfique, et pour leur santé, et pour leur comportement.
Ça roule. Eh bien, écoutez, ici, à Rennes, au refuge de la SPA de la Route de l'Orient, il y a plein de petits mignons comme ça. Plein de petits choux qui vous attendent. Peu importe la couleur, tout ça, on a tout. Hein. Ouais, tout caractère. Pareil. Il y aura au moins, c'est sûr qu'il y aura au moins un chat pour vous rendre heureux. Exactement. Allez, à bientôt tout le monde. Ciao. Merci Billy, je pense que vous allez repartir avec le chat, j'ai comme l'impression. Allez, merci beaucoup. On accueille tout de suite Catherine Bossard qui va nous faire le débriefing chaleureux et inspiré comme toujours de cette émission. Bonjour ma Catherine. Alors là j'ai décidé de chanter, voilà, sur demande complète de tous les gens, on peut dire tous les spectateurs le demandaient. Ah bah ça, ils réclament. Hein, oui, hein, oui, souvent, on reçoit des paquets de lettres. Vous verriez ça à l'accueil de François, c'est terrible. Alors donc voilà. Pour vous, ne me remerciez pas tout de suite, attendez la fin. On va attendre. Ou non, faites-le tout de suite, on sait jamais. Ah oui. Bah, merci par avance. De rien. Alors bon, on commence, alors c'est un pot pourri, on appelle ça un pot pourri. Voilà, je vais commencer par Belle, adoptée à la SPA de Rennes. Un petit chien qui rendra votre vie plus belle, attaché à un balcon par un propriétaire, vous pouvez lui trouver une nouvelle maison. Voilà, ça c'était l'échauffement. Belle pour la SPA, les petits animaux adoptés. Et ensuite, Justine, rubrique fashion. Bien sûr. Rubrique fashion. C'est pas commode d'être à la mode quand on n'aime pas l'imprimer. Avec Justine, on n'est plus signe, on devient bien sapé. Et puis voilà, après j'ai gros... Déjà, ça va? Ça vous va? C'est bien, ça peut servir de jingle. Ouais. Alors, ensuite, j'ai le temps, c'est bon. Super. Alors, on dit que j'ai des bagarres basses, c'est vrai. On dit qu'elles seront sans sas, c'est vrai. Comme le disait Laurence Postic, la crevette est très fantastique et c'est très bien comme ça. J'ai oublié ma truc de J'en ai d'autres à suivre. Ah oui, allez-y. Manger, mais du fait maison. Cuisiner pour vos petits lardons. Leur donner des haricots en petits pots. C'est plus rigolo. Ça te va, Gwendoline? Super, génial. Ok. Et là, oh là là, mince, il reste combien de temps? C'est bon, je vais faire quand même. Moi, quand je serai grande, je serai comme Isabelle, voguer sur l'océan. Vous verriez comment c'est écrit, vous comprendriez pourquoi j'ai dit. Même avec les manœuvres, je serai en avance. À l'arrivée en Guadeloupe, je ferai la course du rhum. Je m'envolerai sur les flots. J'irai peut-être même à Rome si les vents sont assez cléments. Je ferai une pause à France 3 pour passer un moment sympa. Et je suis femme, et quand on est femme, on peut faire ces choses-là. Voilà, tout. Bravo. Et puis, notre préféré, c'est quand même le parrain de cette émission. Attention. 1, 2, 3. Rénoval, la véranda attitude. Ça, c'est ce qu'on fait avant l'émission et que vous ne voyez jamais. Allez, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve demain, 9h50. À demain avec Nicolas Conro, le chef du restaurant finistérien La Butte à Plouidère. Ciao.